En juillet 2019, j'ai rencontré de nombreux abonnés sur mon stand à la Japan Expo. À un moment, c'est une jeune personne en fauteuil roulant qui est venue me saluer et m'a demandé si je comptais un jour parler de handicap dans une de mes vidéos. J'ai répondu que oui, c'était prévu. Cette vidéo, la voici. J'espère que tu vas bien et désolé du retard. Paradoxalement, le handicap est un élément à la fois très présent et un sujet peu abordé dans les mangas et animés. Je m'explique. Il n'est pas rare du tout de rencontrer des personnages handicapés, même parmi les persos principaux, et même dans des œuvres ultra populaires. Cependant, bien souvent, le handicap n'est pas du tout un thème abordé pour autant. Au contraire, parfois c'est juste un moyen de rendre un personnage encore plus puissant, à la Daredevil. L'un des tropes récurrents est celui du membre perdu, souvent un bras, remplacé par une prothèse ultra perfectionnée. On peut penser à l'anime Cobra, ainsi que Guts dans Berserk, avec leurs bras canon, Monko dans le manga Renjo Desperado, et bien sûr Edward Elric dans Fullmetal Alchemist. Loin de représenter un handicap, ce genre de prothèse devient plutôt un avantage. Résistante, capable de bloquer les coups sans douleur et de se transformer en arme à volonté. Il y a bien certains moments où le membre artificiel devient inopérant, ou alors demande un entretien particulier, mais la plupart du temps, il fait plus que compenser la perte du membre d'origine. Et à quasi aucun moment, le personnage ne se considère comme handicapé. Même dans Violet Evergarden, avec Violet qui a perdu ses deux bras et dont les prothèses sont bien moins fonctionnelles. On peut difficilement considérer que le sujet du handicap soit abordé. Cela va même plus loin dans les œuvres cyberpunk, dans lesquelles des corps entiers peuvent être remplacés par des augmentations cybernétiques, que ça soit involontairement comme Gali dans Gun, qui a eu besoin d'un corps cyborg dès sa naissance, ou volontairement comme Motoko Kusanagi dans Ghost in the Shell, qui a adopté un corps quasi entièrement artificiel. Personnage qui était doublé en japonais par la regrettée Atsuko Tanaka, qui nous a malheureusement quitté l'été dernier. On comprend, dans le genre cyberpunk, on quitte le sujet du handicap pour celui du transhumanisme, de la limite entre l'humanité et la non-humanité, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Le deuxième trope le plus récurrent, c'est celui du personnage privé d'un de ses sens, qui va obtenir des pouvoirs qui compensent largement cette perte. On revient à Daredevil. On trouve par exemple Towson dans Bleach, qui est aveugle mais perçoit sans problème ses adversaires avec leur pression spirituelle. Endul dans la partie 3 de Jojo, qui ne voit pas non plus, mais repère ses adversaires grâce à son ouïe et aux vibrations du sol. Sarah dans Samurai Champloo, une guerrière redoutable qui évite les attaques grâce au mouvement de l'air. Ou encore Nicolas dans Gangsta, qui est sourd mais possède une vue surdéveloppée. Mais le champion, c'est sans doute Hyakimaru dans Dororo, qui a le pouvoir de ressentir l'âme, plus ou moins, de toute chose, contrepartie du fait qu'il est né sans bras, sans jambes, sans yeux, sans oreilles et sans peau. Dans les mangas animés, on trouve même parfois certains personnages qui se privent eux-mêmes d'un sens pour développer les autres et devenir plus forts, comme Sanageyama dans Kill la Kill qui se coud les yeux pour pouvoir battre Ryuko, et dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est carrément le festival des attaques qui prive les chevaliers de leurs 5 sens. Ce qui est là aussi un cliché parce qu'en réalité on a bien plus que 5 sens, pour au final ne faire que rapprocher les héros du 7ème sens et les rendre surpuissants. En bref, on comprend que malgré leur présence, ces œuvres ne parlent pas vraiment de handicap. D'ailleurs, concernant la définition du handicap, je précise que je me base sur celle d'une des vidéos de Tsidsmilt, que je vous invite à aller regarder. Je le remercie d'ailleurs pour la relecture du vocabulaire concernant le handicap dans le script de cette vidéo. L'important dans cette définition, c'est qu'on va considérer le handicap en fonction du milieu social de l'individu, et des attentes qu'on a envers lui par rapport à la norme. Et ça c'est intéressant parce que si on l'applique à la fiction, on se rend compte que ça correspond à plein de personnages principaux de shonen plus ou moins récents. Ainsi, dans un univers où la magie est la norme, les héros de Black Clover ou Mashle, qui ne la maîtrisent pas du tout, sont techniquement handicapés. Dans un univers où 80% de la population possède un super pouvoir, Deku de My Hero Academia est techniquement handicapé. Dans une moindre mesure, dans un monde où les ninjas utilisent du chakra, Naruto est handicapé car il a du mal à maîtriser le sien à cause du démon renard qui se trouve en lui. Je devrais plutôt parler de Rock Lee, qui pour le coup ne peut littéralement utiliser aucune technique ninjutsu, et doit se limiter au combat au corps à corps pour devenir ninja. Pareil dans Bleach, ce n'est pas non plus le personnage principal, mais on pourrait évoquer Zaraki Kenpachi, qui ne peut pas libérer son plein potentiel car incapable de communiquer avec son arme, son Zanpakuto. Après, encore une fois, on ne peut pas considérer que ces mangas parlent de handicap. Très souvent, la particularité d'un personnage est surcompensée par un avantage certain. Être immunisé à l'anti-magie dans un monde magique, posséder une quantité phénoménale de chakras, ou être incomparable en termes de vitesse et de force brute concernant Lee et Kenpachi. Il n'y a que Deku de My Hero Academia qui sort du lot, mais comme on lui donne carrément un pouvoir qu'il n'a pas au début, la question ne se pose même plus. Ça va encore plus loin dans Jujutsu Kaisen, où le fait d'être handicapé est carrément intégré dans les mécanismes de l'univers sous le nom
nom de serment inné. Un personnage censé posséder des pouvoirs par hérédité, mais qui s'en trouve dépourvu, obtient en contrepartie des capacités physiques hors normes, comme Toji ou Maki. A l'inverse, Kokichi est lourdement handicapé physiquement, mais possède une énergie spirituelle gigantesque avec une énorme portée. Au final, même si je les mentionne car on pourrait les considérer comme ayant un handicap par rapport à leur univers, je vais écarter tous ces personnages car ils sont hors sujet. Dans leur cas, le handicap sert purement à la caractérisation de leur personnage. Tantôt pour justifier un pouvoir, tantôt pour révéler un potentiel caché. Et force est de constater que c'est un mécanisme scénaristique plutôt efficace, et qui n'est pas prêt de disparaître. Ce qui n'est pas dérangeant, au contraire, moi je suis super fan de personnages comme Lee, Kenpachi, ou même Sarah dans Samurai Champloo. Ils sont cool, même s'ils ne disent rien ou alors pas grand chose sur le handicap en soi et le rapport qu'a la société avec ce concept. On retrouve aussi pas mal de personnages secondaires handicapés sans qu'ils bénéficient d'un avantage en retour, comme Nonali, la sœur de Lelouch dans Code Geass, ou Komugi dans Hunter x Hunter. Personnages qui servent davantage à créer un contraste entre leur vulnérabilité et la violence de leur monde. Donc même si le handicap fait partie intégrante de leur personnage, ça n'en fait pas un sujet pour autant. C'est pareil dans Ranking of Kings avec Bojji qui est muet tout en étant le personnage principal, mais il n'a pas de contrepartie et c'est pas le sujet de l'histoire. Je mentionne aussi deux types d'œuvres que je vais écarter. Tout d'abord les handicaps surnaturels qui ne peuvent exister en dehors de leur monde. Je pense par exemple à Ishukan Friends avec Kaori qui perd la mémoire de ce qu'elle a fait la semaine chaque lundi, ou encore Plastic Memories où on suit Ayla, une androïde avec une espérance de vie limitée. Enfin, je vais écarter les œuvres qui ont un personnage principal handicapé, dont le handicap est un enjeu, mais dont l'histoire va davantage se concentrer sur les relations entre les personnages plutôt que le traitement du handicap lui-même. J'inclus dans cette catégorie Your Lie in April et Je veux manger ton pancréas, qui tournent tous les deux autour d'une relation incluant un personnage avec une maladie grave. Mais aussi par exemple JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, un des rares shonen à avoir un personnage principal paraplégique. Mais comme il a reçu ce handicap plus ou moins comme punition pour s'être comporté comme un connard, qu'il passe la quasi-intégralité du manga à cheval et que son but est d'en guérir, je ne l'ai pas trouvé très opportun pour cette vidéo. Désormais, on va entrer dans le cœur du sujet, en commençant doucement avec des œuvres qui sortent tout juste de la catégorie précédente d'après moi. En l'occurrence, c'est depuis les années 2010 qu'on observe une nouvelle vague de mangas et animés qui parlent frontalement de handicap. Et celui qui l'a sans doute lancé, c'est le manga A Silent Voice, par l'autrice Yoshitoki Ohima. En réalité, comme certains sujets assez spécifiques, il existait d'autres mangas qui en parlaient avant, mais peu, voire aucun n'était assez populaire pour pouvoir arriver en France. À quelques exceptions près, on verra ça plus tard. Et j'ai l'impression que c'est vraiment avec A Silent Voice que le sujet est arrivé sur le devant de la scène. Dans A Silent Voice, Shoko est malentendante et ses camarades de classe la harcèlent en se moquant de son handicap, dont le personnage principal, Shoya, avant un arc de rédemption des années plus tard. C'est un drame assez touchant qui aborde des thèmes assez durs comme le harcèlement et le suicide. La version animée réalisée par Naoko Yamada pour Kyoto Animation possède de grandes qualités, même si elle a été obligée de couper certaines scènes par rapport au manga. Cependant, même si je comprends tout à fait les gens qui adorent et ont été profondément touchés par A Silent Voice, j'ai un peu de mal avec cette œuvre. J'aime le drame, mais je trouve que A Silent Voice en fait tout juste un peu trop, avec des scènes d'une violence assez gratuite, et une héroïne qui pardonne beaucoup trop facilement, ce qui fait que je vois les ficelles scénaristiques de l'autrice. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, sachez qu'il existe une première version pilote du manga qui est encore plus violente que celle qu'on connaît. Pour revenir à notre sujet, je considère que A Silent Voice parvient tout juste à entrer dans la catégorie œuvre qui parle de handicap. Car, comme d'autres cités auparavant, il ne va pas nous en dire grand chose en dehors de son impact sur les relations entre les personnages. Néanmoins, on note de nombreuses avancées. Le fait de montrer des appareils auditifs, d'évoquer le prix qu'il coûte, de mettre en évidence la langue des signes japonaise, parce que oui, la langue des signes n'est pas la même dans chaque pays, et que ça soit dans le manga ou dans l'anime, on a des scènes qui se passent du point de vue de Shoko, avec la façon dont elle entend le monde. On entend également un personnage malentendant parler, même si Gangsta l'avait déjà fait un an auparavant. D'ailleurs, comme dans Gangsta, la version japonaise emploie une personne valide qui imite la façon de parler d'une personne malentendante. Là où la version française a fait l'effort de donner à Shoko la voix de Mélanie Diff, une youtubeuse sourde qui fait des vidéos autour de la langue des signes. C'est un peu la même chose pour José le tigre et les poissons, un film d'animation dans lequel on suit Kumiko, dit José, une jeune femme paraplégique qui fait la rencontre de Tsuneo, un étudiant fan de plongée sous-marine. Encore une fois, il s'agit beaucoup plus d'une histoire de romance entre deux jeunes adultes qu'une histoire sur le handicap. Néanmoins, le sujet est bien au cœur de l'intrigue, même si je trouve son traitement parfois maladroit. Par exemple, la première fois qu'on voit José en train de dévaler une pente, on nous dit qu'elle a été poussée sans plus de contexte, ou encore des scènes où des personnages figurants sont extrêmement mal polis sans aucune raison, en dehors du fait qu'elle soit dans un lieu public en fauteuil roulant. On dirait que l'anime veut effectivement parler de discrimination, mais de manière très simpliste et manichéenne, résumant le problème à « les gens dehors sont méchants ». Alors oui, on trouve des connards et des gens gratuitement méchants dans la vraie vie aussi, mais ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. La discrimination envers les personnes handicapées
qu'on appelle validisme, est beaucoup plus profondément ancré que ça dans la société. Sauf que l'anime va soigneusement éviter le sujet, par exemple en montrant bien à quel point les transports en commun japonais sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui semble plutôt vrai dans la réalité, même si je ne sais pas si c'est le cas dans tout le Japon. Et que souvent ça demande l'intervention d'un agent, donc pas d'autonomie. Mais ça reste dans tous les cas bien mieux qu'à Paris par exemple, où on a une seule ligne de métro accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous savez, dans la ville qui a accueilli les Jeux paralympiques récemment, dans cet animé, on voit aussi un court instant un personnage en fauteuil roulant travailler dans un bureau en entreprise, mais cadré d'une façon à ce qu'on ne voit absolument pas si l'espace de travail est adapté. On voit pas non plus comment la personne s'est déplacée jusque-là. Le personnage de José est également pas mal infantilisé dans son chara-design et dans la façon dont elle découvre le monde extérieur car sa famille l'a empêché de sortir toute sa vie. Alors qu'elle a 24 ans, âge qu'on apprend d'ailleurs à seulement 34 minutes de film. En bref, c'est une histoire d'amour sympathique et ça reste cool de montrer des personnages en situation de handicap vivre ça de manière classique. Mais ça ne va guère plus loin au final sur le sujet. Il faudra se contenter d'une métaphore avec un tigre qui représente la dangerosité de la société que José va devoir confronter en étant accompagné. Ce qui implicitement a l'air de dire qu'on ne peut pas changer la violence de cette société et qu'il faut faire avec. Discours avec lequel je ne suis pas d'accord. Pour finir avec cette catégorie, on a Veil, un manga en couleur par l'autrice Kotteri. L'histoire d'une relation entre Emma, une jeune femme aveugle, et Alexander, un officier de police, dans ce qui ressemble à un pays d'Europe de l'Est du début du XXe siècle. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur l'histoire, car il s'agit surtout d'une succession de petites scènes de la vie quotidienne, et que ce manga se base surtout sur son esthétique. Et en effet, bordel, qu'est-ce qu'il est beau ce manga! Non mais regardez-moi ça. Dommage qu'il soit publié en France par Nueve Graphics, qui sont en redressement judiciaire à l'heure où je fais cette vidéo. Comme les œuvres précédentes, Veil ne va pas apporter de regard particulier sur la condition des personnes en situation de handicap dans la société. Néanmoins, la cécité de l'héroïne est un élément tellement omniprésent qu'on ne peut pas dire que ça n'en parle pas. Pas d'un point de vue sociologique en tout cas, ça c'est sûr, mais quasiment chaque chapitre va impliquer cet élément dans l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux. Entre Emma qui joue de l'attention que lui porte Alexander, ce dernier qui lui joue des tours sans qu'elle puisse le voir, ou encore les situations nécessitant le sens du toucher qui va briser la distance physique entre les deux. Ce manga est une vraie pépite, sublimée par l'originalité qu'apporte le thème du handicap autour de son héroïne. Ça ne dit pas ce qu'il faut changer dans la société, mais ça participe tout de même à la banalisation d'histoires positives incluant le handicap dans l'imaginaire collectif. À partir de maintenant, on va parler de mangas et animés qui rentrent plus ou moins en profondeur dans le sujet du handicap. Et si je vous disais qu'il existait dès les années 70 un animé ultra populaire abordant frontalement le sujet du handicap. Arrivé sur nos écrans en 79, c'est plutôt la génération de mes parents qui l'a connu. Adapté d'un des romans jeunesse les plus connus au monde, écrit par l'autrice suisse-allemande Johanna Spyri à la fin du 19e siècle, je veux bien sûr parler de Heidi. Adélaïde, surnommée Heidi, est une petite fille qui vit dans les Alpes. Un jour, elle est emmenée à Francfort pour parfaire son éducation et va y rencontrer Clara, ou Claire dans la VF, une jeune fille paraplégique de naissance à cause d'une maladie sans plus de précision. Les deux filles se lient d'amitié, puis plus tard, Heidi revient à la montagne et Claire leur rejoint pour entamer une rééducation, jusqu'à sa guérison à la fin de la série. Alors, il ne se passe pas que ça dans l'animé, il y a pas mal d'épisodes sans Claire, mais c'est quand même un enjeu important de l'histoire, qui conclut d'ailleurs les derniers épisodes. Et c'est assez fou de se dire que dès les années 70, on a eu un animé ultra populaire avec un personnage récurrent en fauteuil roulant et qui parle de rééducation. Enfin, voilà un animé qui nous dit quelque chose sur le handicap, du point de vue des Européens de la fin du 19e siècle. Parce que oui, c'est important de replacer cette histoire dans son contexte. Dans Heidi, on nous fait bien comprendre que c'est l'air frais de la montagne qui a guéri les jambes de Claire, tandis que Heidi est tombée malade lorsqu'elle était en ville. En effet, à la fin du 19e siècle, on est en plein cœur de l'ère industrielle, avec une urbanisation croissante et le développement des usines. Et déjà à l'époque, les gens voyaient ça d'un mauvais œil, et attribuaient une détérioration de la santé à ce changement de mode de vie. Bon, alors oui, c'est sûr que c'est meilleur pour la santé de prendre l'air et faire de l'exercice plutôt que de rester enfermé, mais c'est pas le simple fait de vivre en ville qui va rendre paraplégique ou même malade, ni l'air de la montagne qui va guérir. Après, au-delà de cet aspect un peu simpliste et daté, c'est quand même cool d'avoir un animé destiné aux enfants représentant un personnage handicapé, et je pense qu'Heidi reste une série encore adaptée au public d'aujourd'hui. Retour aux années 2010. Comme je disais, avec le succès de A Silent Voice, on a observé plusieurs œuvres emboîtant le pas pour aborder cette thématique plus en profondeur. Comme par exemple Perfect World, un manga dans lequel on suit l'évolution de la relation entre Tsugumi, une femme architecte d'intérieur, et Itsuki, un homme devenu paraplégique depuis un accident, qui est devenu architecte spécialisé dans les infrastructures adaptées aux personnes handicapées.
Perfect World, c'est sans doute l'un des meilleurs mangas sur le sujet, qui a bénéficié d'une grande attention de l'autrice, Rie Haruga, pour en parler de manière pertinente tout en l'incluant dans une histoire réaliste. Ça aborde évidemment la nécessité d'adapter les infrastructures pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi la gestion de la vie quotidienne, les complications de santé, l'autonomie, l'impact sur les relations sociales et la vie de couple, le handisport, la gestion des conséquences d'un séisme, ainsi que des choses assez intimes comme le simple fait d'aller aux toilettes ou les relations sexuelles. En tant que personne valide, on découvre dans ce manga tellement de choses auxquelles on ne penserait même pas qui sont impactées par le fait d'être paraplégique. Enfin, on a une histoire qui parle de validisme et pose un regard critique sur le rapport de la société envers le handicap. Alors, le manga n'est pas parfait, il contient quelques clichés que je n'aime pas liés à la romance, comme la jalousie et le consentement pas clair, mais franchement ça va, et pour tout ce qu'il apporte, je pense que c'est une œuvre importante. Dans les pas de A Silent Voice, on a A Sign of Affection, un manga de Morishita Suo, qui a eu une adaptation animée récente. On y suit Yuki, une étudiante malentendante communiquant par la langue des signes, qui rencontre Itsuomi, un étudiant qui parle plusieurs langues et va lui porter une attention particulière. Je trouve que cette œuvre s'en sort beaucoup mieux que A Silent Voice dans le traitement du handicap. Déjà, l'histoire est beaucoup moins ridiculement dramatique, mais surtout elle se concentre vraiment sur la communication. Au lieu d'avoir une ellipse avec un personnage qui apprend hors champ le langage des signes, on va justement suivre l'adaptation et l'apprentissage de celle-ci par Itsuomi. Comme dans Perfect World, l'histoire met en scène des détails du quotidien auxquels des personnes valides ne penseraient pas forcément, comme le fait de parler avec la bouche visible lorsqu'on marche côte à côte, pour que la personne malentendante puisse lire sur les lèvres. Je pense que la principale raison qui explique cette différence de traitement entre A Silent Voice et A Sign of Affection, alors que les deux parlent du même sujet, c'est que le premier se déroule du point de vue d'une personne valide, là où le second se place du point de vue de Yuki qui est malentendante. Du coup, on entend ce qu'elle pense, avec notamment les nombreux moments où elle doit interpréter les mouvements des lèvres des personnes qui ne signent pas. Ou alors les fois où elle ou son entourage doit s'adapter pour pas qu'elle se trouve coupée d'une conversation. Alors, je suis pas allé très loin non plus dans A Sign of Affection, donc je ne sais pas ce que donne l'histoire sur la durée, mais de ce que j'en ai vu, ça m'a l'air d'être une bonne avancée dans la direction d'un futur dans lequel les handicaps sont mieux connus et compris. Plus rapidement, je vais évoquer 3 mangas. Tout d'abord, Moon on a Rainy Night, qui est un yuri, donc l'histoire d'une relation entre 2 personnages féminins dont l'une est malentendante. Ce manga met l'emphase sur le validisme, les discriminations que peuvent subir les personnes handicapées, y compris lorsque c'est causé par des personnes avec de bonnes intentions. Il est publié en France, ce qui n'est pas le cas de Helen ESP, l'histoire d'une jeune fille polyhandicapée car elle a à la fois perdu la vue et l'ouïe depuis un accident de voiture. Un peu comme dans les mangas évoqués en début de vidéo, elle gagne des pouvoirs surnaturels qui lui permettent notamment de communiquer par la pensée avec les animaux, dont le chien qui l'accompagne. Mais la différence, c'est que dans Helen ESP, on observe de nombreux détails liés à ses handicaps, comme son entourage qui communique avec elle par le toucher en écrivant dans sa main, ou la plage braille, un appareil qui permet d'afficher du braille pour lire par exemple des phrases écrites sur ordinateur. Après, attention si vous cherchez à lire ce manga, il comporte des scènes assez violentes. Le meilleur manga sur le sujet que je voudrais voir publié en France, c'est Love's Insight, l'histoire d'une romance entre une jeune fille malvoyante et un ancien délinquant. Alors non seulement c'est une histoire super drôle, mignonne et touchante, mais en plus, comme Perfect World, elle aborde de nombreux points liés au handicap. Les différents types de déficiences visuelles, comme les personnes qui sont aveugles de naissance ou celles qui perdent la vue progressivement, c'est le cas de l'héroïne d'ailleurs, qui ne distingue plus les formes à part d'extrêmement près mais perçoit la luminosité. On voit la classe spécialisée qu'elle fréquente au lycée avec ses camarades, la signalétique pour les personnes malvoyantes dans l'espace public, les transports, les magasins, les restaurants, le travail et les façons dont les entreprises peuvent s'adapter pour employer des personnes malvoyantes, etc. Ce manga, il est juste génial et c'est même difficile à croire qu'il soit publié aux États-Unis et pas en France. Sérieusement, qu'est-ce que vous attendez les éditeurs? Ensuite, il y a un genre de manga qui a un lien évident avec les handicaps, c'est les mangas de sport. Alors moi j'aime pas trop ça, mais c'est compliqué de passer à côté. Dès le début des années 2000, on a Real, un manga sur le basketball en fauteuil roulant par Takehito Inoue, le célèbre auteur de Slam Dunk. Pour avoir lu le début, comme prévu, je suis pas fan, mais c'est quand même intéressant d'avoir un auteur reconnu aborder un tel sujet de manière réaliste. On suit le point de vue de personnes valides ou anciennement valides qui ont perdu l'usage de leurs jambes à cause d'une maladie ou d'un accident. La plupart sont des mecs obsédés par la performance qui se sentent émasculés par leur handicap, et j'aime pas trop ce côté viriliste. A l'inverse des précédents mangas dont j'ai parlé qui abordent le rapport qu'a la société avec le handicap, ici on est sur une vision très individualiste. Bon, heureusement tous les personnages ne sont pas comme ça,
Et le manga apporte des informations intéressantes sur le handisport. Par exemple, le fait que dans les équipes de basket, les joueurs ont un nombre qui leur est attribué en fonction du degré de leur handicap. Et le total cumulé d'une équipe ne peut pas dépasser un certain seuil. Bref, je trouve que c'est pas le meilleur représentant du genre, mais il a le mérite d'être assez précurseur et de donner de la visibilité à un sujet important. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020, enfin en 2021, on a eu quelques titres sortis à la fin des années 2010 afin de promouvoir et faire connaître le sujet. C'est ainsi qu'on a eu Running Girl et Fend le vent, deux mangas avec respectivement une jeune fille et un jeune garçon ayant perdu une jambe, qui doivent porter une prothèse, une lame, afin de participer aux épreuves de course aux Jeux Paralympiques de Tokyo. On suit alors les protagonistes depuis le moment où ils découvrent leur handicap, en passant par les étapes de l'acceptation, la rééducation, l'espoir apporté par leur nouvelle pratique du sport, jusqu'à l'entraînement et leur première compétition. Fend le vent va également reprendre le contexte de la pandémie de Covid-19. Ces deux mangas rassemblent parfaitement les éléments classiques du manga de sport avec ceux liés au handicap, développant tout autant l'aspect technique que l'aspect humain du handisport. À l'occasion des Jeux de Tokyo, il y a eu aussi une petite série d'animations qui a été produite dans le but de promouvoir les Jeux paralympiques et faire connaître les types d'épreuves qui s'y déroulent. Il s'agit de petits épisodes de 5 minutes, incluant parfois des personnages connus d'animés de sport et de vrais para-athlètes japonais, montrant diverses disciplines comme le cécifoot, plusieurs sports en fauteuil roulant, le para-judo ou encore la boccia, une sorte de pétanque avec des balles en cuir. Alors, c'est bien de découvrir les différences avec les sports traditionnels et d'aborder des sujets encore trop rares aujourd'hui. Après, dans cet animé, le traitement est assez romancé et consensuel. Je suis notamment assez déçu de l'épisode de la boccia. Il faut savoir que c'est un sport adapté aux personnes en fauteuil roulant avec un handicap moteur plus ou moins sévère. Et que, généralement, c'est quelque chose qui se voit physiquement. Même si, on rappelle qu'un handicap n'a pas besoin d'être visible pour être effectivement présent. Dans cet épisode, alors que de véritables athlètes japonais sont représentés en animation, leur chara-design est assez éloigné de la réalité, et c'est pas juste une question de style. Sans aller jusqu'à tomber dans la caricature, je pense que représenter des corps handicapés, qui parfois ne ressemblent pas aux normes physiques des personnes valides, c'est important, justement pour normaliser ce type de corps et que ce soit pas honteux de les montrer. Alors peut-être que les athlètes concernés étaient contents d'être représentés ainsi, j'en sais rien, on peut pas savoir. Mais perso, j'aurais préféré un choix de chara-design plus proche de la réalité. Surtout que ça s'est déjà fait. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué un truc dans cette vidéo. En effet, jusque-là, on a exclusivement parlé de handicap physique ou qui concerne les sens, mais pas de handicap mental ou de troubles psychologiques d'une manière générale. En vrai, il n'y a pas de raison de faire une séparation entre les deux, parce qu'il y a des personnes polyhandicapées et il y a des handicaps qui touchent à la fois le corps et le mental. Cependant, on observe dans les faits qu'il y a une différence de traitement entre les deux dans les mangas et animés. Un peu comme au début de la vidéo, si on se lance dans l'interprétation de la santé mentale des personnages dans les mangas et animés, c'est pas si rare de trouver des personnages neuroatypiques. Rien que dans Evangelion, comme toujours, la santé mentale fait partie des thèmes centraux, et c'est même une des forces de l'anime qui a touché de nombreux fans. On y trouve entre autres Rei Ayanami, le personnage qui a démocratisé l'archétype de la tsundere, c'est-à-dire des personnages introvertis, socialement peu adaptés, qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Un trait de personnalité qui pourrait faire penser à un trouble du spectre de l'autisme. Alors, a priori, ça n'est jamais effectivement le cas. Cependant, je conçois tout à fait que des personnes concernées puissent s'identifier à ces personnages. Ce qu'on trouve régulièrement par contre, ce sont des personnages de méchants avec des traits neuroatypiques qui sont utilisés pour expliquer leur criminalité. Ce qui est clairement psychophobe, parce que dans la réalité, les personnes neuroatypiques sont bien plus souvent victimes. On a aussi une représentation très romancée de certains traits, comme par exemple le trouble dissociatif de l'identité, anciennement appelé trouble de la personnalité multiple, dans le manga MPD Psycho, qui nous montre ça comme la cohabitation de plusieurs êtres dans un même corps, alors que c'est évidemment bien plus compliqué que ça, et qu'en réalité ça n'a rien à voir avec cette vision très spirituelle. Et je vous renvoie vers une vidéo de Psycho Quack qui en parle très bien. On trouve également des mangas et animés comme Welcome to the NHK ou School Live, qui montrent une forme de schizophrénie, qui pour le coup n'a rien à voir avec les personnalités multiples dont on parlait avant. Ça aussi c'est un truc que la fiction nous a mis dans le crâne, mais qui est faux. Ou encore Bocchi the Rock et Komi Cherche ses mots, qui parlent d'anxiété sociale, mais de manière humoristique. Si on veut voir des représentations plus réalistes, il faut se tourner vers certains mangas qui ne sont pas super nombreux. Dès les années 2000, on a par exemple With the Light par Keiko Tobe, encore un manga qui est arrivé aux USA et pas chez nous. On suit la vie d'une mère, Sachiko, élevant son fils autiste, Hikaru. Ce manga montre le parcours classique d'un parent dans ce genre de situation.
des premiers moments où elle se rend compte que son enfant n'est pas comme les autres, en passant par la culpabilité, elle se demande si c'est pas de sa faute, mais aussi les conséquences dans sa vie de couple, jusqu'à arriver à une meilleure compréhension de la situation. C'est une histoire non seulement très touchante, mais aussi très réaliste, et pour cause. Lorsque le fils de l'autrice était en maternelle, un de ses camarades était autiste, et elle s'est rendue compte que c'était un sujet jamais abordé dans les mangas, d'où sa volonté d'en créer un, et pour cela elle s'est basée sur le témoignage de plusieurs parents dans cette situation. Ce manga donne une représentation très réaliste des examens que suit un enfant pour être diagnostiqué, des structures mises en place pour l'accompagner à l'école, et évidemment des diverses caractéristiques liées aux troubles du spectre de l'autisme. D'ailleurs, oubliez l'image caricaturale du film Rain Man, ainsi que le terme Asperger qui n'est plus très pertinent aujourd'hui. Si on parle de spectre, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'autisme peut se manifester de plein de façons différentes, dans des intensités très variables. Il n'y a pas une forme d'autisme, il s'agit de tout un ensemble de troubles présents ou non chez une personne. Au départ dramatique, l'histoire se tourne ensuite vers l'espoir lorsque Sachiko se rend compte que ce n'est pas que son fils ne peut pas communiquer, c'est juste qu'il communique de manière différente. On s'émerveille alors de chaque avancée, chaque pas que franchit Hikaru. Et non seulement l'histoire est prenante et le sujet bien traité, mais surtout elle démontre une chose importante, la nécessaire adaptation de la société aux particularités des personnes handicapées. Malheureusement, ce manga restera inachevé après 15 tomes, avec le décès de son autrice Keiko Tobe en 2010. Un autre manga, Shrink, propose une approche médicale mais bienveillante autour de la santé mentale. On suit le docteur Konosuke Yowai, un psychiatre qui va aider ses patients à gérer divers troubles psychologiques comme la dépression, l'autisme ou même les troubles du comportement alimentaire. On découvre ainsi la vie des différents patients, comment ils ont découvert leurs troubles, comment ça a impacté leur vie et ce qu'ils peuvent faire pour y remédier. Et ce qui est assez fascinant avec ce manga, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois, c'est pas tant un facteur lié à la personne qui provoque le trouble, mais plutôt à l'inadéquation de la société. À chaque fois, l'élément déclencheur vient du monde du travail, de la sphère familiale, ou d'une manière générale, des attentes qu'impose la société à l'individu. Et ça résonne totalement avec les définitions du handicap que j'ai données au début. Rappelez-vous, le handicap est considéré en fonction des attentes qu'a envers nous le milieu dans lequel on vit. Il y a à ma connaissance un manga qui est sorti en France sur le sujet, Une fille atypique, par Agimoto Sohachi et Morita Senji. C'est l'histoire de Seijin, un jeune homme vivant de petits boulots, qui dessine des mangas qu'il publie sur internet. Un jour, il est surpris par la visite de Megumi, une de ses fans, qui se trouve être une jeune femme autiste. C'est un manga très juste et intéressant, mais attention car il est assez dur. Il montre de manière assez crue plusieurs formes de violence, parle de mutilation, de suicide. Ce sont des sujets importants à aborder, donc c'est bien, mais soyez prévenus si jamais vous y êtes sensible. En tout cas, je conseille fortement ce manga qui développe en profondeur de nombreux concepts intéressants. Par exemple, sur la façon dont une personne autiste perçoit le monde, mais aussi et surtout l'impact que ça a dans les relations avec autrui, dans la vie de tous les jours ou encore au travail. D'autant plus qu'il n'y a pas que la situation de Megumi qui est explorée, vu que Seijin lui-même possède certains traits qui le rapprochent de l'autisme, et qu'ils vont rencontrer divers personnages avec leurs propres troubles. En bref, lisez Une fille atypique, c'est vraiment très cool. Et vu la rareté de ce genre de sujet publié en manga en France, il faut en profiter. Et je dis ça, mais c'est vrai que ces dernières années, on a eu quelques titres autour de la santé mentale, même si ça parle pas directement de handicap. Comme Solitude d'un autre genre et ses suites par Nagata Kabi. Par contre, des animés qui parlent de handicap, ça n'existe pas. Du moins c'est ce que je croyais. En effet, dans les années 90 et 2000, il y a eu toute une brochette de films d'animation sortis au Japon qui abordent le thème du handicap. Goto ni Naritai, sorti en 1995, raconte l'histoire de Ritsuko, une petite fille née avec un handicap à la jambe qui fait qu'elle n'a pas pu marcher avant l'âge de 4 ans et a toujours des difficultés à se déplacer. Elle est harcelée par ses camarades et trouve du soutien auprès du médecin qui la suit, le docteur Ishibashi, qui est lui-même malvoyant. Elle va finir par se faire accepter par sa classe et participera à la course de relais du festival sportif de son école. Alors, ça ne parle pas encore de handicap mental. Néanmoins, il représente parfaitement le schéma classique des animés qui vont suivre et il y a deux choses notables. Tout d'abord, son animation qui ressemble beaucoup à ce qui se faisait dans les dessins animés américains de l'époque. Je ne connais pas les raisons de ce choix artistique, mais bon, c'est pas grave, ça fait le taf quand même. Ensuite, c'est la première fois que je vois un corps visiblement handicapé dans un animé. Alors, je le répète, un handicap n'est pas forcément visible dans la vraie vie. Mais dans la fiction, la représentation de ce type de corps est tellement inexistante que je trouve intéressant, voire nécessaire de le montrer. En 1999, on a Happy Birthday, Inochi Kagayaku Toki. Asuka est une jeune fille valide, amie avec Junko, une camarade introvertie qui se fait harceler, et Megumi, une fille polyhandicapée qui se trouve dans la classe spécialisée de son école. À force de subir des violences verbales et physiques de la part de sa mère, Asuka perd l'usage de sa voix et part se réfugier chez ses grands-parents à la campagne. Après avoir retrouvé confiance en elle,
elle revient confronter ses problèmes et les gens qui en posent à ses amis. Même si je le trouve intéressant, je précise aussi que cet animé contient des scènes assez violentes. On comprend aussi qu'il parle davantage de maltraitance et de harcèlement que de handicap. Néanmoins, le personnage de Megumi, qui est polyhandicapé, est assez central. On voit quelques scènes se dérouler dans sa classe spécialisée, et la relation d'amitié qu'elle a avec Asuka est très touchante. Et encore une fois, je trouve ça cool d'enfin montrer des personnages avec un handicap visible. Comme quoi ça avait déjà été fait, et l'animé sur les Jeux paralympiques de Tokyo n'a pas d'excuses. Enfin, je trouve que la perte de la voix de l'héroïne est beaucoup mieux gérée que ce qu'on a pu voir dans le film June et la voix du cœur, un animé de 2015 dont l'héroïne perd également la voix, mais avec une ambiguïté bizarre qui fait qu'on ne sait pas si c'est un blocage psychologique ou si c'est dû à un élément surnaturel. Ensuite, on a My Sister Momoko, sorti en 2003. Attends, 2003 ? La vache, on dirait qu'il date plutôt de 93. On suit le point de vue de Riki, un petit garçon dont la sœur Momoko est handicapée à la fois physiquement et mentalement. Cela ne l'empêche pas d'être très joyeuse, mais ne l'empêche pas non plus de subir des moqueries de la part des camarades de la classe de Riki. A nouveau, je préviens que certaines scènes sont assez dures, l'histoire se penchant encore sur des problèmes de harcèlement. Cet animé reste assez touchant malgré l'animation clairement datée, notamment grâce à la seiyū de Momoko, doublée par Kurumi Mamiya, la voix japonaise de Hamtaro. En 2007 arrive Daichan Daisuki, une histoire similaire mais cette fois avec Mai, dont le grand frère Daichan est polyhandicapé. Là aussi on va avoir une histoire de harcèlement, mais également de placement en institut spécialisé du fait que la mère des persos principaux tombe malade et que le père ne peut pas se rendre disponible à cause de son travail. Vous l'aurez compris, si je parle de ces animés ensemble, c'est qu'ils ont un schéma très similaire. Ce sont des longs métrages à petit budget, pas sortis en dehors du Japon, et clairement à destination des enfants dans un but de sensibilisation autour des sujets du harcèlement et du handicap. J'ai trouvé un animé un peu différent. Il s'agit de Dangoli no Ie, un long métrage sorti en 1997, mais qui cette fois bénéficie d'une meilleure animation. Comme dans le manga With the Light, on suit de jeunes parents qui découvrent les handicaps de leur fille et toutes les étapes par lesquelles ils vont passer. On y voit aussi d'autres personnages avec divers handicaps physiques et mentaux, et notamment des adultes, ce qui nous montre pas mal de questionnements quant à leur intégration dans une société pas adaptée. Encore une fois, certaines scènes sont assez dures, vous êtes prévenus. Dans tous ces animés, on retrouve les mêmes thèmes. La discrimination envers les personnes handicapées, pas mal de scènes dans des classes spécialisées, des enfants qui harcèlent mais finissent par se rendre compte des conséquences de leurs actions, des accidents de fauteuil roulant, la peur du regard des voisins, la course de relais au festival sportif de l'école comme symbole de solidarité, de nombreuses situations dramatiques mais qui se finissent toujours par une touche d'espoir. Un élément qui n'est pas très développé mais qui est assez souvent présent, c'est une certaine méfiance envers le placement en institut, considéré comme une solution de dernier recours qui isole les personnes handicapées. Ce qui est plutôt vrai, et aujourd'hui, que ce soit dans le Japon ou dans le reste du monde, les personnes handicapées veulent accéder à davantage d'autonomie et moins d'isolement, en préférant leur intégration dans des classes d'école standards, avec un accompagnement par des personnes dont c'est le métier, les AESH en France, et une fois adulte, la vie en communauté, voire en autonomie plutôt qu'en institut. Au final, concernant le handicap mental et la santé mentale d'une manière générale, on a bien quelques mangas dont certains sont arrivés en France, mais en termes d'animé, c'est le vide absolu. En dehors de ces quelques longs métrages pas très ambitieux et quasiment pas sortis en dehors du Japon. Même sur internet, ils sont difficilement trouvables avec des sous-titres ou alors en mauvaise qualité. Et c'est assez dommage de se dire qu'il n'existe pas d'animé connu à l'international qui aborde le sujet. Ou peut-être que si. Bubble est un animé sorti sur Netflix en 2022. Dans une ville de Tokyo détruite par une catastrophe impliquant de mystérieuses bulles il y a 5 ans, Hibiki est un jeune homme qui pratique le parcours avec ses amis. Un jour, il est sauvé de la noyade par Uta, une mystérieuse jeune fille qui a l'air liée à ces bulles. Cet animé est une relecture moderne du conte de la petite sirène, littéralement cité dans le film. Alors, pourquoi Bubble quand je parle de santé mentale ? Eh bien, même s'il n'y a rien d'officiel, il y a pas mal d'indices qui pourraient faire penser que le personnage principal, Hibiki, serait autiste. Alors, je dis pas ça en mode théorie, en mode ce sera un secret qu'on nous a caché, mais vous allez voir. Déjà, il se trouve que Hibiki porte un casque de protection auditive. On comprend qu'il souffre d'hyperacousie, une hypersensibilité auditive qui fait que son seuil de tolérance au bruit est très bas, rendant même les sons du quotidien insupportables. Or, ça c'est un trait assez présent dans les troubles du spectre de l'autisme, même si évidemment toutes les personnes avec une hypersensibilité auditive ne sont pas forcément autistes. Hibiki montre aussi une hyperfixation, en l'occurrence sur le parcours, ainsi que certaines difficultés dans les relations sociales, des traits régulièrement associés à l'autisme. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on coche une de ces cases qu'il s'agit forcément de troubles du spectre de l'autisme. Le caractère introverti de Hibiki pourrait simplement être la conséquence de son hyperacousie. On le voit d'ailleurs être incommodé par un personnage qui parle trop près de lui à un moment. Néanmoins, ce n'est pas tout, car il se trouve que, depuis pas mal d'années, le conte de la petite sirène a reçu une lecture moderne sous le prisme de l'autisme.
Son auteur, Hans Christian Andersen, qui a vécu au 19e siècle, est connu pour ses contes avec des personnages qui ont du mal à s'intégrer à leur monde, comme le vilain petit canard. Il est reconnu aujourd'hui qu'à travers eux, il projetait notamment son homosexualité. Cependant, d'après ce qu'il est connu de son comportement, de plus en plus de gens imaginent qu'il aurait pu également présenter des troubles du spectre de l'autisme, ce qui n'était pas diagnostiqué à l'époque. Bon, pareil, les créateurs de Bubble ont pu choisir la petite sirène sans prendre en compte cet aspect-là. Mais l'élément qui m'a vraiment fait pencher sur cette hypothèse, c'est une scène précise. À un moment, Hibiki raconte son enfance à Uta, lorsqu'il a commencé à ne plus supporter les bruits du quotidien. On voit sa mère lui donner un casque de protection auditive et l'emmener passer des examens médicaux pour tester son audition. La scène est muette, mais on comprend que c'est quelque chose dont il ne pourra pas être guéri et qu'il devra vivre avec. C'est le moment de préciser l'origine de ce trait chez Hibiki. Dans une interview, le réalisateur Tetsuro Araki précise que pour approfondir le protagoniste, il lui a donné ce trait après qu'une personne qu'il a rencontrée lui ait donné cette idée, en racontant son expérience personnelle sur l'hypersensibilité auditive. Donc a priori, il n'y a pas de volonté de représenter l'autisme par le réalisateur. Cependant, après ces examens médicaux, on voit la mère de Hibiki l'air effondré. Puis elle l'emmène et le laisse dans une classe spécialisée avec d'autres enfants possédant un casque de protection auditive. Alors, je ne sous-estime surtout pas le handicap que peut représenter l'hypersensibilité auditive dans la vie quotidienne, mais vraiment, je dis pas que c'est jamais arrivé, mais la réaction de la mère me paraît complètement disproportionnée, comme si elle avait appris que son fils ne pourrait rien faire de toute sa vie. Je veux dire, ok, ça réduit un peu le nombre de métiers qu'il peut faire, mais c'est pas la fin du monde. Autant je sais que des classes spécialisées pour les enfants malentendants, malvoyants, ça existe, mais pour ceux qui souffrent d'hypersensibilité auditive, ça m'étonnerait. Des aménagements, je ne dis pas, mais une classe spécialisée? Peut-être que je me trompe, auquel cas dites-le moi. Mais on dirait plutôt un autre type de classe spécialisée. Hibiki, là, il a au moins 10 ans, sans doute plus. Et les autres enfants semblent du même âge. Mais la salle a l'air adaptée à un âge bien plus bas, avec plein de couleurs et d'éléments très enfantins. À partir de là, j'ai deux hypothèses. Soit le réalisateur a inventé cette partie, en exagérant la réaction de la mère pour ajouter du drame, soit il y a une chance non négligeable pour que la personne qui lui a raconté son expérience personnelle soit effectivement autiste, et que son hypersensibilité auditive fasse partie de ces troubles, ce qui pourrait davantage expliquer la réaction de la mère et la classe spécialisée. Bon, la vérité c'est qu'on n'en sait pas plus sur cette personne. Après, au-delà de ces éléments, il y a aussi la réception du public, et on observe sur internet beaucoup de témoignages de personnes autistes qui se sont reconnues dans le personnage de Hibiki. Ça n'en fait pas automatiquement une vérité, cependant ça montre une chose importante. On peut tout à fait créer des personnages neuroatypiques dans des histoires classiques. Et cette conclusion, c'est un peu le but de cette vidéo. Comme on l'a vu, depuis les années 90 au Japon et les années 2010 à l'international, la représentation du handicap évolue dans les mangas et animés, en gagnant en reconnaissance, ce qui reflète une évolution similaire dans les mœurs. De récits très dramatiques avec une touche d'espoir du point de vue de personnages valides, on est passé à davantage d'histoires ancrées dans la vie quotidienne du point de vue de personnages concernés par le handicap, montrant leur volonté d'autonomie. Les mangas et animés, et la fiction en général, participent à forger notre perception du monde et notre imaginaire collectif, en ayant des conséquences dans la vie réelle. C'est pourquoi je pense qu'il est important de parler de sujets de société, comme le handicap, qui concernent une partie de la population plus grande qu'on ne pourrait le croire, avec des œuvres qui parlent de leur parcours, qui montrent les choses à améliorer dans la société, mais aussi en les intégrant dans des histoires classiques, et surtout, que ça soit normal de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez abonnés et attentifs car je prévois d'autres projets à venir prochainement sur cette chaîne. Je fais aussi régulièrement des lives sur ma chaîne Twitch dans lesquels j'analyse des vidéos sur les mangas et animés. J'espère vous y retrouver et à bientôt.